j'associais pas le fait de gagner sa vie en tant qu'artiste parce que j'avais cette idée préconçue que les artistes sont pauvres. J'ai senti que il y avait du racisme, il y avait de la discrimination, du sexisme, parce que déjà de un, tu es une femme dans un milieu d'hommes, de deux, tu es une femme noire dans un milieu d'hommes. Du coup, ça fait que je rentrais tous les soirs, je pleurais, j'étais pas bien. C'était une assez grande motivation, je dirais. C'était vraiment pour encourager que les femmes s'inscrivent dans les domaines qu'ils ont considérés comme étant plus pour hommes. Donc, en tant qu'ingénieur, je savais que c'est là-bas là où il y avait l'argent. C'est là-bas. Beauté. Hello. Maëga, bonjour. Bienvenue à Qu'est-ce qu'on mange à midi? Un podcast pour discuter et échanger des sujets qu'on aurait aimé connaître plus tôt, que ce soit en tant qu'étudiant international, en tant que nouvel arrivant sur le marché du travail, nouvel arrivant dans les affaires, nouvel arrivant au Nouveau-Brunswick et dans la vie en général, parce que nos décisions ont un impact sur ce qu'on va manger demain à midi. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on a une invitée assez spéciale. Déjà, bonjour Norélis, comment ça va? Bonjour, je vais bien, merci. En tout cas, on est vraiment, vraiment heureux, ravis d'avoir Norélis aujourd'hui. Déjà aussi, juste bonjour aussi à vous. On vous invite, si vous êtes nouveau sur notre page, à déjà vous abonner, à déjà liker la vidéo et déjà peut-être vous présenter en commentaire si vous venez de rejoindre la communauté. On est une grande communauté ici, donc vraiment bienvenue dans la communauté. Donc sans plus tarder, on va parler du parcours inspirant de Norélis aujourd'hui. Alors Norélis, comment peux-tu te présenter en quelques lignes, s'il te plaît, pour nous? Donc moi, mon nom c'est Norélis, puis j'ai beaucoup de casquettes dans le sens où je suis artiste, peintre, qui transite vers le digital, et je suis aussi une graphiste. Donc, en gros, dans les grandes lignes, en fait, c'est vraiment dans les grandes lignes. Parce que si on rentre pas en détail, ça peut être là. Mais c'est vraiment beau. Ce qu'on aime vraiment de particulier dans ce partage de parcours inspirants de personnes de la communauté migrante, c'est justement de pouvoir mettre en lumière les variétés de parcours qu'on a. On a eu Chanel qui est dans l'industrie plus de la beauté. Le dernier invité, c'était Ivan qui est plus dans le social. Et puis là, on a Norélis Sosion. Donc là, on transite dans le monde des arts. Et c'est vraiment beau de voir qu'à différents niveaux, dans différents secteurs de la province, on a des immigrants présents, puis qui font de belles choses, donc on a vraiment hâte de commencer à entrer un peu plus dans les détails de l'histoire de Norélis. Donc Norélis, j'ai déjà juste une question d'entrée. Quand t'es venu au Canada, comme au Nouveau-Brunswick au Canada, en quelle année? Et est-ce que quand tu venais déjà pour être graphiste, artiste, peintre, toutes tes casquettes là? Absolument pas. Déjà pour commencer, parce que je parle juste en règle générale que les parents ne sont pas pareils, mais c'est pas forcément évident pour tes parents de venir te payer des cours à l'université si tu les informes que tu vas être artiste. Parce que déjà, le métier d'artiste, c'est un métier que je considère un peu sous-évalué parce que je suis originaire de la République du Congo et j'étais déjà en train de peindre au Congo. Puis je dirais que la majorité des personnes qui achetaient mes tableaux, c'était soit des Français. Dans tous les cas, c'était des Occidentaux qui venaient de l'extérieur, qui reconnaissaient mon art, mais vraiment de manière locale. Mon art n'était pas autant reconnu que des étrangers qui venaient, qui reconnaissaient. Donc, je dirais que c'est très sous-évalué, ce qui fait que les parents ne sont pas forcément, même si que ma mère, puis là, je dis vraiment merci, elle m'a beaucoup encouragée dans tout ce qui est artistique, mais je dis juste de façon générale, les parents se disent que c'est pas un métier qui va vraiment te permettre de vivre. Du coup, ça fait qu'ils préfèrent investir de l'argent pour que tu fasses des études qu'on considère plus, on va dire, appropriées, plus, qui va te rapporter plus de l'argent. Du coup, ça fait que j'ai eu à faire une demande d'admission en tant qu'ingénieur en génie électrique à l'université de Moncton. Donc, à la base, initialement, j'étais venue pour être ingénieur. Ok, wow, ça c'est intéressant. Donc, tu as étudié en ingénierie ou tu as changé de couloir rapidement? J'ai étudié, puis j'ai aussi gradué en ingénierie. Puis ce que je trouve drôle, c'est que j'avais rencontré une autre personne
qui avait fait exactement le même parcours que moi, qui a aussi étudié en génie électrique, qui a gradué. Mais c'était plus pour le plaisir des parents parce que oui, mais c'était pas forcément ce que lui voulait faire, sa passion. Puis lui, il voulait vraiment faire des podcasts. Puis là, il a aussi des podcasts. Puis c'est ce qu'il veut être en fait. Puis c'est vraiment beau aussi. Vous avez trouvé ça difficile les études parce que l'ingénierie, en tout cas moi, l'idée que j'ai d'ingénierie, c'est que c'est difficile. Et c'est un programme de combien d'années aussi? C'est un programme de 5 ans ici à l'université de Moncton, sauf si ça a changé. Je pense que la dernière nouvelle c'était 5 ans. Bon, niveau difficulté, on va dire que c'était pas facile. Je dirais pas que c'était difficile, mais je dirais que c'était pas facile parce que chaque étudiant a quand même ses propres challenges. Donc c'était pas facile, mais on est si j'ai gradué, c'est que c'est possible de graduer. Du coup, ça fait que tout le monde a eu oui, on était quand même pas mal à graduer. Puis dans le temps, en fait, je me rappelle, ils offraient une bourse de $3,000 pour les femmes qui s'inscrivaient en génie. C'était une assez grande motivation, je dirais. C'était vraiment pour encourager que les femmes s'inscrivent dans des domaines qu'ils ont considérés comme étant plus pour hommes. Donc, non, mais ça, c'est vraiment super. C'est comme tu disais, belle motivation, mais c'est aussi... parce que justement, c'est souvent des domaines où tu trouves pas assez de femmes, donc c'est aussi une bonne initiative, je trouve. Donc là, on sait déjà que Norélis, elle venait payer ça en tant qu'artiste, mais tu as dit que tu peignais déjà au Congo, donc t'es venue avec cette passion-là quand même. Et donc, à quel moment est-ce que là, ok, tu es venue, t'es arrivée en quelle année? En 2009. T'es arrivée en 2009, t'as fait 5 ans d'ingénierie. Donc, t'as gradué vers 2014. À quel moment Norélis se dit, bon, je pense que je ne vais pas travailler en ingénierie, je vais aller plus dans l'art? Bon, déjà, avant que j'arrive au Canada, j'étais déjà en train de peindre parce que ma mère elle a vu que j'avais du talent du dessin. Puis j'ai un frère puis une sœur, puis on était... Dédicace à tes Loïc. On était déjà en train de dessiner. J'ai comme l'impression que c'est comme un talent qui est en nous, que des gens en train de dessiner. Puis, ma mère, en fait, elle a eu la brillante idée de m'inscrire dans un cours de peinture. Il y avait une dame, Aurélie Johnsai, puis c'est vraiment elle qui a été comme mon mentor dans tout ce qui est artistique. Elle m'a montré tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai pu développer ma technique parce que on te fait faire de tout, des paysages, de portraits des personnes. Puis j'étais vraiment attachée à tout ce qui était portrait, tout ce qui était... oui, c'est ça, tout ce qui est en rapport. J'étais pas trop paysage, c'était plus les personnes. Du coup, ça fait que ma mère m'a inscrit, j'ai pris des cours, je grandissais, je faisais des expositions. Puis c'est ça que je mentionnais plutôt, que c'était vraiment des Occidentaux qui venaient, qui appréciaient mon art, puis qui achetaient pour mes toiles. J'étais toute jeune en fait, du coup ça fait que je recevais de l'argent pour ça. Je devais comme avoir comme 14 ans. J'étais vraiment encore adolescente, je pense, quand j'ai commencé à faire la peinture. Puis je gagnais déjà mon argent en tant qu'artiste. La belle. Du coup, ça fait que j'avais toujours ça à cœur de la peinture. Puis je faisais souvent la peinture à l'huile. Et arrivé ici à l'université de Moncton, je me suis inscrite à tous mes cours. Puis ils m'ont dit, j'ai un cours au choix. Dans n'importe quel programme que je voulais. Puis là, j'ai choisi le cours de peinture. Nice. À l'université de Moncton. Puis je trouve, je me rappelle encore, quand j'étais arrivée, on posait des questions à tout le monde. Mais vous faites quel programme? Puis je voyais beaucoup le côté comme littéraire, le côté artistique. Puis moi, j'étais comme la seule personne de la classe qui venait du côté scientifique, on va dire. Du coup, on me demandait, mais qu'est-ce que tu fais là? C'était perdu en route. C'est ça. Du coup, ça fait que, mais je savais que c'était ma passion. J'ai toujours voulu faire de la peinture. Ça m'a toujours plu. Je me suis automatiquement dirigée au cours de peinture. Puis c'est là que j'ai pris mon cours de peinture acrylique pour la première fois parce que j'avais jamais touché à l'acrylique avant. C'était beaucoup plus la peinture à l'huile. Pour les artistes qui s'y connaissent, ils connaissent la différence dans le sens où quand tu fais la peinture à l'huile, tu viens, tu peins, demain tu reviens, tu repeins par-dessus, tu modifies. Ça sèche pas aussi rapidement. Acrylique, tu peins, tu te retournes 5 secondes, tu reviens. Puis ça a déjà séché. Du coup, c'était frustrant pour moi parce que je n'étais pas habituée. J'ai dû réapprendre à peindre avec la peinture acrylique. On va dire vraiment à peindre plus rapidement. Puis faire une nouvelle technique. Puis oui, dans le fond, c'est ça. Quand je suis arrivée ici au Canada, vraiment,
on va dire, ma première connexion avec l'art, ça a été le cours que j'ai pris à l'université de Moncton comme étant un cours au choix. Donc, non, mais ça, c'est bon, en fait, parce que je vais juste m'attarder un peu sur le fait des cours au choix, parce que des fois, on ne... Tu sais, c'est pas des trucs forcément qu'on prend le temps de regarder pour quel type de cours au choix je peux prendre. Mais pour les étudiants qui nous suivent, pour nos arrivants, par exemple, quand tu t'es inscrit dans un programme à l'Université de Moncton, t'as tes cours, il y a des cours qui sont obligatoires, c'est-à-dire les cours de ton programme. Et maintenant, t'as des crédits. Je pense que c'est souvent 6 crédits, 2, 3. Je pense qu'on en a un chaque année, je pense. Et c'est un cours tu peux le choisir dans toute la liste, le répertoire des cours de l'Université de Moncton. Donc, tu peux aller prendre un cours en art, tu peux aller prendre un cours en administration, peu importe, même si t'es en génie, t'es en sciences, t'es en biologie. Du coup, ça fait que ça t'ouvre un champ de possibilités d'aller toucher à autre chose qui n'est pas dans ton domaine, qui est peut-être une passion que tu as comme Norélis ou quelque chose que t'as envie d'apprendre davantage. Donc, c'est ne pas se fermer, se dire, c'est comme, moi, je suis en génie, je pars pas en art. Moi, je suis en administration, je vais pas m'intéresser à la biologie. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je trouve que le monde est assez pluridisciplinaire. Oui. Et pouvoir toucher justement à d'autres trucs, ça nous aide parce que on sait jamais demain, tu vois, ça peut toujours aider. Et surtout si tu sais, par exemple, j'étudie dans tel domaine tout de suite, mais j'ai une passion, par exemple, comme Noré, tu vois, pour la peinture. Pourquoi pas justement aller, parce que là, comme tu dis, ça t'a permis d'aller découvrir une autre sorte de peinture, une autre technique de peinture. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça vraiment assez beau. Donc, ne négligez pas les cours au choix, la rentrée commence bientôt. Donc, prenez le temps de vraiment regarder quel cours au choix je peux prendre, qu'est-ce que ça va m'apporter. Pas juste prendre un cours pour prendre un cours, mais en suivant ce cours-là, qu'est-ce que je peux apprendre de plus, qu'est-ce que je peux développer. On avait parlé dans certains des épisodes, des soft skills et tout. Mm-hmm. C'est justement aussi le cours, surtout c'est des cours pratiques et tout, ça peut aider, même si t'aimes pas peut-être la peinture, mais c'est des cours qui peuvent développer ta créativité, des choses comme ça, c'est en marketing ou dans ce genre de programme-là. Donc, je sais pas si t'es Marie-Laure. Oui, c'est ça, je voulais juste mentionner que faut pas se concentrer sur le fait de valider, de prendre un cours qui est facile ou un cours que tout le monde a dit, non, c'est le meilleur professeur, tu le passes en fermant les yeux ou quoi que ce soit, là. Faut vraiment faire attention et puis faut que ton choix soit dirigé parce que on l'a dit dans nos anciens épisodes, faut pas subir tes années scolaires, il faut bien choisir avec intentionnalité. Intentionnalité, si t'arrives jusque-là, commente, je choisis avec intentionnalité. Merci. Donc, on va revenir à Norélis, à la personne qui se donc, t'arrives à l'université, tu fais le cours, là, est-ce que, quand t'as pris ce cours-là, est-ce que tu peignais au pays et tu avais déjà, comme t'as dit, tu faisais des expositions et tout. À quel moment, ici, Norélis a vraiment commencé à rentrer dans la peinture, avant d'aller dans le graphisme, juste d'avoir juste la peinture? Est-ce que, pendant tes années universitaires, t'as commencé à faire des expositions, t'as commencé à vendre des tableaux? À quel moment ça s'est passé aussi? Oui, c'était de la même période, puis je voulais juste rebondir sur ce que Marie-Laure a mentionné, que c'est vrai qu'on a tendance, tout dans les cours, on a tendance à choisir le cours facile qui va te donner un A+, mais moi, le cours, parce qu'en art, il n'y a pas une façon de, c'est pas en mathématiques où on fait, par exemple, 1 + 1 = 2, dès que tu as 2, on te colle, faut prendre une réponse. Quand c'est quelque chose d'artistique, c'est vraiment l'interprétation, on va dire, du professeur, comment le professeur corrige. Puis moi, j'ai fini le cours avec un B. Je m'attendais pas à finir avec un B parce que même tout le monde se dit, mais comment ça se fait, toi qui es artiste, tu n'as pas eu un A et tout, mais c'est un truc artistique, donc forcément, il n'y a pas la réponse exacte, il n'y a pas la réponse absolue. Mais même si que j'ai fini un cours avec un B, que j'ai pris un cours qui n'était pas, on va dire, forcément, qui allait me donner un A+, mais moi, à la longue, ça m'a permis en fait d'avoir une connaissance, à savoir à travailler avec la peinture acrylique, ce que je n'avais jamais fait avant. Du coup, ça fait que ça m'a permis effectivement de faire des expositions parce que j'ai commencé à peindre. Quand je suis arrivée avant mon cours, j'ai fait une seule peinture à l'huile et par la suite, le reste de mes peintures après ça, j'ai eu à développer la peinture acrylique, j'en faisais plus et j'ai beaucoup exposé à la soirée internationale. Donc vraiment, chaque fois qu'il y avait des occasions où je pouvais me montrer, me présenter en tant qu'artiste, j'ai saisi les occasions, j'étais en train de peindre. Puis je me rappelle aussi que ça, c'était comme il y a longtemps avec l'organisation du CAFI ou Magma, je suis plus sûre, mais
j'ai fait un tableau qui allait se vendre lors de la soirée internationale, j'allais recevoir 50% des frais de vente, puis ainsi de suite. Du coup, ça fait que ça a été ces expériences-là qui m'ont permis de me faire un peu connaître oui, en tant qu'artiste, puis m'affirmer en tant qu'artiste parce que j'ai pas forcément eu je me sentais pas légitime dans le sens où certaines personnes se considèrent artistes, ils ont fait des études à l'université de Moncton, ce que moi je n'avais pas fait, peut-être juste un cours. Du coup, j'avais besoin de ces expériences-là pour m'affirmer en tant qu'artiste aussi. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis là. Tu as regardé où est-ce que tu t'es rendu et tu as regardé aussi l'environnement dans lequel tu étais. Donc, tu as commencé à entrer sur le marché de façon, tu sais, comme tu n'as pas cherché l'argent tout de suite. Tu as plus misé sur des connexions, chercher une certaine notoriété pour pouvoir t'affirmer comme tu l'as mentionné. Et c'est très important quand on décèle un talent, quand on décèle quelque chose, c'est un test offert pour nous, puis ça nous permet de gagner de l'assurance. Donc, c'est très important de souvent faire ce petit test, comme dans les événements, les soirées internationales. Même on le mentionne tout le temps, on a des capacités en nous que tant qu'on les a pas testées, on saura pas si c'est solide ou si c'est pas solide. Donc, c'est très important de tester pour dire, oh non, ça c'est pas ma force. Non, mais tellement vrai. Puis j'aime beaucoup ce que tu as dit. J'ai saisi les opportunités. Parce que ça, quand on parle de l'intentionnalité, c'est ça en fait. C'est que la vie est faite d'opportunités. J'aime bien, nous qui avons fait l'administration, le FFOM, le SWOT en anglais là. Force, faiblesse, opportunité, menace. Il y a toujours des opportunités. Mais il y a une phrase qu'on dit souvent, quand l'opportunité rencontre la préparation, c'est bon, tu vois. Mais c'est comme Marie-Laure dit, le fait que tu avais déjà cette passion-là et puis tu t'es dit, je sais que je n'ai pas la légitimité, mais je veux pouvoir, tu sais, comme me faire connaître et tout. Et du coup, ça fait que je pense que quelque part, tu pourras me contredire si c'est pas ça, mais je me dis quelque part, le fait de pratiquer ton art, comme juste pas te dire ok bon je suis ingénieur maintenant mais comme je veux développer ma passion quelque part, je continue à faire des tableaux, je pense que ça t'a aidé aussi à te développer, ou comment toi tu as vu ça en fait quelque part? Oui, effectivement, ça m'a aidé à me développer, à m'affirmer, puis aussi à comment je peux dire ça, à adapter mon art de la société dans laquelle je vis. Puis la raison pourquoi je mentionne ça, c'est parce que quand j'étais en République du Congo et que j'étais en train de peindre, c'était commun de se promener en route puis de voir des tableaux de femmes, comment je peux expliquer ça, comme des tableaux de femmes comme seins à l'air. Pourquoi? Parce que c'était pas un sujet tabou. C'est quelque chose où il y a des villages où tu pars en Afrique où les femmes se promènent seins à l'air, de la même manière où tu vas voir un homme torse nu à la plage. C'est pas quelque chose qui forcément va attirer ton regard, c'est pas quelque chose qui est sexualisé forcément. Donc c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup. Du coup, ça fait que dans mon art, j'avais beaucoup ça de représenter la femme africaine, sein à l'air. Puis c'est quelque chose que tout le monde trouvait normal. Puis je me rappelle la première fois que j'ai eu à l'exposer ici, puis c'était, je pense, au festival Mosaïque. C'est là que j'ai senti que fallait que j'adapte mon art. Dans le sens où, c'est comme si qu'en étant ici, ce que moi je trouvais naturel puis normal, je me suis rendu compte que la société ici le trouve inapproprié la première fois. C'est là que ça m'a ouvert les yeux de pouvoir adapter mon art. C'est pas que je l'ai pas changé, mais je l'ai juste adapté dans la société dans laquelle je vis pour que ça puisse être approprié en quelques mots. Donc, oui, c'est sûr. Puis ça va dans l'adaptation. C'est très important. Puis c'est la raison pour laquelle on fait ce podcast aussi. Parce qu'on a tous des façons de penser, des façons de fonctionner avec lesquelles on vient dans un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle entreprise. Donc, il faut adapter son art. Mais il faut pouvoir s'exposer quand on va s'exposer, comme tu as fait tes expositions, on voit les réactions des autres et on adapte son art. C'est pas forcément, ne pas forcément prendre les choses personnelles ou se frustrer tout de suite. Donc, tu aurais pu dire, oh non, ils sont méchants ou quoi que ce soit, ils aiment pas mon art, blablabla, ou ça, tu aurais pu te décourager. Tu as dit, mais c'est ce que je sais faire, puis c'est ça qui va marcher. Anyway. Donc, j'apprécie vraiment ce que tu mentionnes là. Effectivement. Ça va vraiment dans tout de l'adaptation aussi, parce que les cultures sont différentes. C'est ça. Et c'est sûr que c'est pas les mêmes cultures. Donc, si quelque part tu veux pouvoir te développer dans le nouvel environnement, le nouveau marché, il faut quelque part comprendre les gens
comprendre, s'intéresser aux gens. Je pense qu'on en parle, vous en avez parlé avec Amanda la dernière fois dans l'épisode sur la communauté, si vous l'avez pas encore vu. Épisode 11, allez checker. Et n'oubliez pas de liker aussi. Mais le fait de s'intéresser aux gens, apprendre à connaître, parce que si quelque part, tu restes juste dans ta communauté, dans ce que tu connais, tu vas pas vraiment comprendre et pouvoir connaître les réalités de la société qui t'entoure, et tu ne sauras pas forcément comment pouvoir, comme de quelle façon je peux apporter ma pierre à l'édifice. Parce que si je comprends pas les réalités des personnes qui sont autour de moi, comment je saurais comment moi je peux peut-être aider ou contribuer à développer ou contribuer à comme mettre ma main à la pâte, tu vois. Mais ça c'est beau parce que justement le fait d'exposer là, on a pu te dire ok, ici c'est pas normal, c'est pas ça, tu vois, c'est pas la même chose. Donc ça c'est vraiment beau. Donc puis, en même temps, je veux parler aux entrepreneurs, des gens qui cherchent à développer des choses. Ne soyons pas tous toujours concentrés sur développer des choses pour notre communauté. Exactement. Ou pour notre monde. Ça va pas le faire. Il y a pas suffisamment de personnes de notre communauté dans un pays étranger. Exactement. Donc, faut toujours adapter sa logique, son marketing, quoi que ce soit, à la réalité. Puis, c'est en faisant ce que Esther a dit, s'intéresser aux autres. Exactement. Donc, tout à fait. De toute façon, les analyses marketing, on va sortir nos cours de marketing. Non, mais c'est ça, parce que tu dois étudier le marché, savoir, parce que si tu veux vendre à quelqu'un, tu vas pas lui imposer, c'est les besoins du client, donc c'est important de prendre ça en compte. Donc, mais ça, donc, ça c'est bon, ça c'est Norélis la peintre. Maintenant, comment Norélis devient graphiste? Le monde, la population veut savoir. La population. Je me suis réveillée un matin que je devenais graphiste. C'était beau, si on pouvait tous devenir comme ça. Partage un peu ça avec des... Ben, je dirais que ce qui m'a poussée à devenir graphiste, comment je dirais ça? J'ai déjà eu à faire du graphisme, mais je mettais pas de nom à ce que je faisais. Dans le sens où je me rappelle encore, puis c'est comme quand tu grandis, pendant que les autres jouent dehors, moi j'étais tout le temps devant l'ordinateur, puis je me rappelle toujours de cette phrase de ma mère, et tout de dire non Norélie, c'est bon, quitte devant l'ordinateur, t'as trop perdu tout le temps devant ton ordinateur, quitte. Puis ça c'était il y a longtemps en fait, dans le sens où l'internet n'était pas aussi top, mais on faisait avec ceux qui étaient là. Puis je me rappelle en fait dans le temps, j'avais déjà eu à faire un logo parce qu'il y avait mes parents qui avait une entreprise, puis j'ai créé un logo, mais je savais pas que le logo c'était du graphisme. Moi je me disais c'était du dessin, du coup j'ai fait un dessin, puis je les ai montrés, puis ils ont dit oh c'est nice tout, puis ils l'ont transformé en logo. Wow. J'ai jamais été payé pour ça. On a payé ta scolarité, il faut rester tranquille. Soit maman si tu écoutes. Non mais juste pour dire, puis je me rappelle aussi c'était dans le temps, comment on l'appelle? Il y avait un site internet qui s'appelle Mabimbo, je pense qu'elle existe toujours. T'avais comme ça, un peu comme les Sims sur internet, puis ils avaient comme des bannières qu'il fallait être créatif, tu vois. Dans le temps, je créais des bannières. Non seulement je créais mes propres bannières, mais j'avais des contrats sans être payé. Des personnes que je connaissais du site qui me référaient. Non, Norélis, peux-tu créer aussi ma bannière? Oh, crée ma bannière. Du coup, ça fait que je créais beaucoup de bannières qui mettaient en avant de leur site web. Puis je me rappelle dans le temps, c'était Photo Filtre parce que Photoshop était trop cher pour moi. Du coup, j'ai pris la version gratuite de Photo Filtre. Puis je savais même pas comment l'utiliser. Du coup, ça fait que j'ai créé des bannières. Mais ça, c'était du graphisme sans que je me rende compte que je faisais du graphisme. Du coup, ça fait que, puis je le faisais à longueur de journée. Je prenais plaisir à le faire. J'avais pas besoin d'être payé pour ça, tellement que mon plaisir était là. Et du coup, ça fait que, puis moi, je me dis aussi que, puis là, c'est juste une parenthèse dans le sens où si c'est quelque chose que tu sens que c'est quelque chose que tu aimes vraiment faire, au lieu moi, si c'était à refaire, forcément, j'aurais choisi ton programme du graphisme parce que j'avais déjà cette tendance à aimer le graphisme, à aimer ça. Mais vu que je pouvais pas mettre un nom à ça, du coup, ça fait que je suis allée en ingénierie. Quand j'ai gradué en ingénierie, par la suite, j'ai travaillé au centre d'appel parce que j'avais besoin aussi d'avoir ma résidence permanente parce que je pense que quand tu gradues, tu as 3 ans avec ton post-diplôme pour avoir la résidence permanente. En même temps vu que je travaillais déjà au centre d'appel pendant que j'étais dans les études, dès que j'ai terminé, je suis restée parce que je voulais, en même temps aussi que je postulais aussi pour 2 emplois en tant qu'ingénieur, j'ai aussi travaillé au centre d'appel. Puis dès que j'ai eu ma résidence,
Puis là, j'ai dit, Comme d'habitude. j'ai trouvé aussi un emploi dans mon domaine. Puis là, j'ai travaillé. Puis vraiment, je dirais que le choc, ça a été dans mon emploi, dans mon domaine, parce que sans vraiment rentrer, on va dire, dans les détails, j'ai senti que il y avait du racisme, il y avait de la discrimination, du sexisme, parce que déjà, de un, tu es une femme dans un milieu d'hommes, de deux, tu es une femme noire dans un milieu d'hommes. Du coup, ça fait que je rentrais tous les soirs, je pleurais, j'étais pas bien. Et c'est pendant cette période-là que vraiment, c'est là que Dieu m'a mis à cœur de retourner aux études, puis de faire du graphisme. Puis je voulais pas, en fait, parce que je sortais d'un 5 ans d'études. Quand même. Je voulais travailler en tant qu'ingénieur. Je savais que c'est là-bas là où il y avait l'argent. C'est là-bas où... Je sentais déjà les mécanismes. Après, je me suis rendu compte que l'argent ne fait pas tout dans la vie. Non. Attends, d'abord, là, je pense que tu as dit beaucoup de pépites. On va te doser. Parce que là, tu pars un peu vite, il y a des trucs qu'on va un peu rebondir dessus. So, comme je disais, dans Maurice, tu as partagé beaucoup de choses, tu vois. Et là, on va juste prendre le temps pour rebondir sur quelques points. Comme je vais commencer, puis Marie, c'était aussi des points vraiment, on va essayer de se dire. Mais, une des choses que tu as mentionné, par exemple, c'est que quand tu étais petite, tu vois, tu as commencé à voir que tu avais ces talents, tu as développé, comment dire, ce don-là, même si tu ne mettais pas le point dessus. Et ça revient un peu à l'épisode, on avait fait un épisode sur l'accompagnement des parents dans les études. Et je trouve que, j'en parlais encore avec une de mes tantes la dernière fois quand on parlait du podcast et tout, elle m'a rappelé, était comme, ah, Esther, mais quand tu étais petite, tu bavardais beaucoup, on était là, on te dit, peut-être toi, on savait pas que c'était un talent. Tu vois? Ne frustrez pas les enfants, s'il vous plaît. Non, mais en vrai, parce que tu dis, des fois, on voit qu'un enfant, tu sais, il a cette facilité à faire quelque chose ou à développer telle créativité ou tel sport ou, tu sais, même juste faire, même les Lego, là, les gens s'appuient ça. Ça peut être futur consultant, architecte comme ça, mais un enfant qui est toujours, je sais que ma petite soeur est comme ça, toujours dans les Lego. Elle passe sa journée, fait les Lego. Mais ma petite, c'est pas l'architecte qui t'appelle, mais reste concentrée. Mais, tu vois, c'est des choses comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup le fait que tu as dit ta mère, elle a vu que tu avais ce truc-là pour la peinture. Et puis, elle vous a mis dans des cours. Elle vous a aidé à développer ce talent-là, tu vois. Parce que je trouve que, en tout cas, tu peux aussi contredire, mais je pense que peut-être tu n'aurais pas forcément été là où tu es aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette base-là. Oui, ça je vois. Donc, ça, je trouve que c'est important pour les parents qui nous écoutent, même les nouveaux parents, là, comme en tant que nouvelle arrivante, nouveaux parents. Surtout aussi le fait qu'ici au Canada aussi, il y a pas mal d'opportunités. Les enfants ont des cours de code. Pour si tu veux être en informatique, il y a des cours de ceci, des cours de cela. Donc, vraiment, c'est de chercher puis de pouvoir accompagner son enfant, l'encourager dans cette passion-là. Parce que même s'il ne devient pas sa demande, ça peut toujours être un truc juste qui l'aide aussi à développer sa créativité. Puis, ça développe aussi des capacités intellectuelles, je crois, de pouvoir développer des choses où on a la facilité. Donc, moi, c'est juste ça que je voulais qu'on prenne notre s'arrêter là-dessus. Je sais pas, Marie-Laure, c'était autre chose. Il y a beaucoup de choses que je veux dire. On va continuer, puis je pense que je vais revenir là-dessus. Il n'y a pas de problème, on continuera l'histoire. Okay. Donc, oui, c'est ça. Hein. C'est vraiment important, les parents, de pouvoir voir ce que les enfants font, ce qui les intéresse, puis les diriger dans le sens là. Puis, effectivement, si ma mère ne m'avait pas inscrit au cours de peinture, on va dire, je saurais comment dessiner, mais pas forcément faire de la peinture, parce que c'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est ça. Moi, j'avais une question, c'est ça. Par rapport à ton emploi que tu as eu en génie, c'est génie électrique. Hein. Oui. Est-ce que, à part tout ce qu'il y a eu autour, est-ce que le génie électrique, c'est quelque chose que tu aimes? C'est quelque chose que j'aime dans le sens où, même lorsque j'étais aux études, je savais que j'allais pas finir ma vie. Puis ça, je le disais, que je n'allais pas finir ma vie en génie. OK. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est bien pour te faire... C'est comme si, moi, dans ma tête, j'allais faire génie, me faire de l'argent, prendre ma retraite plutôt, pour pouvoir être peintre à temps plein. OK. Puis parce que j'associais pas le fait de gagner sa vie en tant qu'artiste. Parce que j'avais cette idée préconçue que les artistes sont pauvres. Ils n'ont pas d'argent. Du coup, je me suis dit, OK, deuxième solution, je fais génie. Certain nombre d'années, j'économise. Puis là, je vis de ma passion. J'aurai encore l'argent de génie pour me nourrir tous les jours si jamais les choses ne fonctionnent pas comme je veux. Du coup, c'était ça mon plan. Et là, j'ai découvert le graphisme. Au départ, je savais pas c'était quoi comme programme. Du coup, ça fait que je me rappelle, je suis allée au vernissage
de ceux qui venaient de graduer. Okay. C'est quand je suis allée que j'ai découvert c'était quoi le graphisme. C'est là que je me suis dit, ok, donc c'est ça. Mais c'est les choses que je faisais il y a longtemps sans mettre un nom dessus. Du coup, je me suis dit, oui, c'est pas pour rien que j'ai vraiment ça à cœur, que Dieu me met à cœur de faire du graphisme. Puis c'est là que j'ai pris tout mon courage pour retourner aux études. Puis c'est pas facile. Vraiment, moi j'applaudis ceux qui retournent aux études parce que quand tu goûtes à la vie du travail, tu n'as plus envie. C'est comme si que, je sais pas, ton cerveau est habitué à ne pas retenir des leçons. Je sais pas comment expliquer ça, mais ton cerveau est dans le mode repos. Du coup, ça fait que là, tu dois retourner dans un mode études. Du coup, ça fait que j'ai aimé les 2 ans que j'ai passés en tant que graphiste. Puis dès que j'ai terminé, je savais que oui, c'est quelque chose que j'ai envie de faire toute ma vie. Puis déjà, on dit que si c'est un truc que tu peux faire sans qu'on puisse te payer, si jamais tu prends plaisir à le faire sans qu'on te paye, c'est que c'est vraiment ta passion. Puis c'est là que j'ai trouvé que le graphisme était ma passion parce que je pouvais l'associer au dessin que j'avais déjà, je peux l'associer à la peinture que j'ai déjà, puis le graphisme a été vraiment un plus déjà dans le background que j'avais déjà avant, donc je dirais oui. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une graphiste. Et juste, on va faire une dédicace pour toutes les personnes qui voient le beau logo de Com. Voilà notre graphiste officiel. Donc, nous, on est les clients. Donc, vous voyez, petite pause, publicité. Ce n'est pas payé, on n'est pas sponsorisé, c'est juste on s'encourage. Mais Noris, vraiment, c'est très magnifique. Son travail de graphiste est vraiment, je recommande. Merci. Donc, n'hésitez pas, on va mettre ses contacts dans la description. On va mettre son site web, on va mettre toutes les informations. Il faut soutenir les gens. S'il vous plaît. Si tu as un projet, tu as besoin de logo, ou bien d'affiches, ou bien de site web, peu importe. Contacte Norélis. A.k.a. Lizzy. Donc, non, mais ça, c'est vraiment beau, parce que je trouve que ce vernissage, une fois de plus encore, le fait que tu sois allé au vernissage, parce que c'est ça aussi. Des fois, on reste dans notre truc, tu vois, mais tu es allé à ce vernissage-là, et ça a pu t'aider à mettre des mots sur une passion, un truc que tu faisais, mais tu savais pas c'était quoi, tu vois, parce que c'était pas forcément un milieu dans lequel tu étais familier, toi t'étais un génie, même, je pense, le digital aussi, peut-être au combat à cette époque-là, c'était pas forcément la même chose par rapport à comme c'est aujourd'hui. Donc, tu sais, aujourd'hui, oui, les gens voient graphiste, avec les Canva et tout ça qui se développe. Tu sais, c'est un peu plus populaire, mais j'imagine à cette époque-là, c'était pas la même chose du tout. Donc, une fois de plus encore, l'intentionnalité dans le fait de aller comme chercher à apprendre de nouvelles choses. Parce qu'on sait jamais, ça peut t'aider à ouvrir ta réflexion sur, oh, il y a tel truc que je fais, mais c'était ça, en fait. Mais c'était ça, donc. Les amis. Et puis c'est important parce que elle avait toute l'expérience, parce que je pense que si tu as vite commencé à exposer à la fin de tes études, tu aurais pu directement te lancer dans le truc et puis ça allait marcher. C'est sûr que ça allait marcher, mais tu as accepté puis pris sur toi d'aller te former, un peu comme les gens qu'on a eu avec Chanel qui allait se former aussi après. Donc il y a une passion, mais c'est très important d'aller se former pour augmenter sa valeur puis augmenter son poids sur le marché. Puis ça c'est vraiment à féliciter puis à souligner. Donc peu importe ce que tu aimes, mets de l'argent de côté. Tu peux, quand tu commences à le faire, tu commences à vendre des choses ou quoi que ce soit, mais aie pour objectif d'aller te professionnaliser. Exactement. Pour pouvoir quand même être plus à l'aise. Gagner beaucoup d'argent. Non, mais c'est sûr aussi que quelque part, comme tu dis, ça t'aide à augmenter ta valeur, puis ta légitimité aussi quelque part. C'est vrai. Puis surtout, ça t'ouvre d'autres portes. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui est un peu moins professionnel va pas se charger de la même façon que quelqu'un qui est professionnel, tu vois. C'est pas le même level, tu vois. Ça, c'est donc, c'est vraiment beau. Donc, c'est ça. Donc là, Norélis gradue en ingénierie, 5 ans. Norélis s'arrête, elle travaille un peu son appel, après trouver un emploi en génie. C'est pas trop ça. Et puis là, Norélis a à cœur de aller faire des études de graphisme. Elle fait 2 ans en graphisme au collège communautaire. C'est aussi, c'est pour savoir que, tu vois, il y a des programmes longs de graphisme, il y a des programmes courts. Donc, il faut aussi savoir comment tu rentres, bien analyser les options, parce que je pense pas que tu auras encore une envie de te taper 5 ans. Non, c'est sûr. Non, je pense que si c'était 55, je l'aurais fait. Peu importe comment légitime que j'ai envie d'être.
5 ans, c'est trop. 2 ans, je me suis dit, OK, 2 ans, c'est faisable. Je sacrifie 2 ans de ma vie. C'est faisable. Puis aussi, il y a beaucoup de programmes aussi qui aident. Et je me rappelle encore que c'était pendant la période où la province du Nouveau-Brunswick avait comme un prêt étudiant bourse, dans le sens où c'était vraiment bon timing parce que dans le temps, le prêt étudiant avec la bourse permettait de couvrir tes frais d'études. Donc forcément, tu ne payais pas trop. Et il y avait aussi un autre programme qui te permettait d'appliquer pour l'assurance emploi. Si le domaine d'études dans lequel tu repars, c'est comme pour te perfectionner. Je pense que ça aussi, c'était un des programmes aussi qui existait. Du coup, ça fait que je me suis aussi renseignée à ce niveau-là parce qu'en même temps, quand tu repars aux études, tu n'as plus le même salaire, mais tu as toujours les mêmes charges qui viennent, en fait. Du coup, ça fait que c'est ça. Puis je voulais être capable de payer mes études moi-même. Je voulais être capable de me supporter moi-même parce que les parents m'ont supporté pendant mes études d'ingénierie. Je voulais pas encore les ajouter une charge de plus parce que j'ai aussi des frères et des sœurs qu'il fallait qu'ils supportent. Donc, j'allais prendre la charge sur moi. Non, ça, c'est bon. Juste pour moi rebondir, ça, c'est très, merci d'avoir partagé ça, de fait, de se dire, parce que des fois, on se limite, se dit, je veux retourner aux études, j'ai envie de faire ça, mais à l'argent, c'est comme, je me dis, ça va, j'aurai les mêmes charges, comment je vais pouvoir gérer et tout, mais c'est justement ça, quand t'es résident permanent, juste pour préciser, quand t'es résident permanent au Canada, il y a des programmes qui sont disponibles au niveau que ce soit de la province où tu vis ou au niveau fédéral, mais c'est juste de se renseigner. Il y a beaucoup d'informations là-dedans, il y a beaucoup d'opportunités. Honnêtement, il y a trop d'opportunités, mais c'est de prendre le temps de se renseigner, faire ses recherches. OK, je suis dans tel domaine. Peut-être appeler pour poser des questions. Est-ce que moi, je veux retourner d'études? Quelles sont les options? Ceci même, se rapprocher peut-être des institutions où tu vas aller collège communautaire, université ou autre, parce qu'il y a des trucs en maîtrise pour des bourses, pour des programmes. Donc, vraiment, de ne pas hésiter, renseigner, ça peut vous ouvrir des portes et, tu vois, des fois, on se limite parce qu'on croit qu'on n'a pas, mais c'est juste parce qu'on n'a pas l'information. Oui. Puis, je vais rebondir sur un point, le timing. On n'a pas tout le temps. On n'a vraiment pas tout le temps. On a parlé de s'aimer dans sa vingtaine. C'est parce que le temps va très vite. Donc, dès qu'on a quelque chose, qu'on a l'assurance que c'est ce qu'on doit faire, il faut saisir l'opportunité parce que cette opportunité-là vient avec certains avantages. Donc, si tu le saisis pas tout de suite, regarde, quand elle allait s'inscrire en ingénierie, il y avait $3,000. Après, elle décide tu sais, comme quand c'est le bon timing, ça avance vraiment bien. C'est pas toujours facile, mais il y a des choses qui sont là, qui sont disposées pour nous allaiter puis pour nous pousser dans cette direction. Juste un point avant qu'on termine que j'aimerais que tu abordes, c'est maintenant parce qu'au début tu avais cette idée préconçue là que en tant qu'artiste on gagne pas bien sa vie, tu sais, les artistes sont pauvres. Je sais pas, c'est peut-être le style qui fait souvent ça, mais tu vois, il y avait tu avais cette idée préconçue là. Maintenant que tu vis de ça, parce que maintenant, pour ceux qui ne savent pas, Norélis, elle fait beaucoup d'expositions, puis je pourrais parler un peu là-dessus parce que Norélis a beaucoup d'expositions qui s'en viennent à travers la province de Nouveau-Brunswick, donc on va faire la pub, on va placement de produits, c'est important. Donc ça, tu pourras en parler un peu à la fin. Mais maintenant que tu es là-dedans, que tu exerces ça, que tu fais de la peinture, que tu fais de l'art, parce que je pense que t'as aussi oublié peut-être mentionner là tout de suite, t'es graphiste à temps plein, mais t'as aussi ton business à côté de graphiste tel. Donc peut-être juste développer par rapport à ça de comment tu trouves ça là tout de suite, puis comment ça se passe dans ton travail à temps plein, comment tu te développes à côté, puis comment maintenant tu vis cette réalité-là. Est-ce que c'est toujours bon? Est-ce que tu es pour maintenant ou bien... Non, je dirais que je vis ma best life. Oh là là, en commentaire. Si c'était à refaire, j'aurais fait exactement la même chose. C'était des idées préconçues, dans le sens où si tu rencontres les bonnes personnes qui mettent un travail en valeur, qui te payent selon ta valeur, c'est quelque chose qui n'est pas pauvre. Moi, je pense juste que c'est juste des idées préconçues. On se dit que quand t'es artiste, tu gagnes pas bien ça ta vie. C'est comme si que tout le monde véhicule cette idée-là. Du coup, ça fait que toi, quand t'arrives et que tu n'es pas au courant, tu risques par exemple, de mettre un prix très bas pour une toile qui, toi, t'as pris des heures, t'as pris des jours à faire. Du coup, ça fait que lorsque tu t'entoures des bonnes personnes, parce que moi, c'est surtout quand je m'entoure des artistes, des fois, je vais dans des galeries pour voir les prix. C'est pas pour comparer, mais tu te dis, OK, si lui, il est capable de mettre
un 3 000 $, 4 000 $ pour une toile, et que, on va dire que toi, tu peux être moins que ça te pousse en fait à augmenter tes prix, ou te dire non, les artistes ont de la valeur, les artistes ont de la valeur. Du coup, ça fait que toi, tu mets tes prix. Je pense que la première fois que tu mets un prix très élevé de ta toile et qu'on achète ta toile, ça te donne la motivation pour les autres fois de continuer à mettre. Donc, je dirais que oui. Moi, idéalement, ça serait que je puisse encore là. Puis ça, c'est vraiment toujours dans ma tête de vraiment finir ma vie juste en train d'être artiste, travailler pour personne, vraiment juste vivre ma vie d'artiste, vendre des tableaux à des millions de $. Puis à la vie d'artiste. Ne nous oublie pas d'Aurélie Kelly. Je suis là, mais même en tant que graphiste, je vis bien. Tout va bien en fait. Puis je pense pas que je vais retourner en ingénierie. Bien que j'aime bien, mais je dis salut à tous les ingénieurs. Identifiez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Retrouver le sitôt. C'est juste que j'aime ce que je fais. J'aime le graphisme. Je suis bien payée, donc je manque de rien. Donc vraiment. C'est ça. Puis aussi, l'idée préconçue, ça vient du fait qu'on n'est pas informé. Exactement. Qu'on n'est pas informé. Tu vois, là, tu vas dans des expositions d'art. C'est comme si tu vas avoir la vraie information, va vers les personnes qui le font vraiment. Oui. Parce que tout le monde a de quoi à dire. Puis c'est pas la vérité. Il y a plein de mensonges. Même quand tu es à l'université, on te dit non, ça ne fait pas, non, ça on fait. Je prends ma petite voix parce que... Mais non, n'écoute, ferme tes oreilles, va à la source pour trouver ton information. Même dans les entreprises, tu vois une collègue qui va te dire telle information, va à la source. Parce que non, tu vas juste avoir des idées, puis tu vas avancer tête baissée, puis tu vas te cogner la tête quelque part. Ouais. Exactement. Puis, juste un dernier point pour clôturer là-dessus, parce que tu l'as mentionné, le fait de aller comparer avec d'autres personnes du domaine pour pouvoir évaluer le prix. Et puis moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le travail que je fais, c'est que malheureusement, les personnes qui sont immigrantes, qui arrivent, en tout cas, ici au Nouveau-Brunswick, ont cette tendance justement à mettre vraiment un prix bas, tu vois. Donc, pour toi, ça vient de quoi? Est-ce que ça vient des préconçus, manque d'informations, comme qu'est-ce qui pousse à genre charger, tu sais, parce que des fois tu vois des trucs, tu regardes le travail de la personne, tu vois le prix, il y a un décalage, tu es comme ok. Oui, c'est vrai. Moi, je pense aussi que c'est le fait qu'on n'est pas informé. Okay. Dans le sens où quand tu arrives dans une société ici, les gens savent à quoi s'attendre peut-être pour telle affaire. Puis même moi, j'ai dû apprendre. Parce que, surtout pour les métiers qui sont pas mis en valeur comme en République du Congo, puis là, je vois les métiers artistiques, je vois les artistes, je vois par exemple des photographes, je vois tout ce qui est artistique, c'est pas mis en valeur. Donc ce qui veut dire que quand tu arrives ici, tu as plus tendance à associer le côté qui n'est pas mis en valeur ici. Du coup, ça fait que toi dans ta tête, tu es déjà dévalorisé dans ton travail. Du coup, ça fait que tu charges moins parce que tu n'as pas quelque chose comme référence. Puis je me rappelle, il y avait, puis ça c'est mon seul tableau que j'ai fait. Peinture à l'huile. Ce tableau-là, après que je l'ai fini, je me rappelle, je l'ai exposé à la soirée internationale de l'Université de Moncton, puis je l'ai exposé à $100. Puis jusqu'à aujourd'hui, je dis merci parce que personne ne l'a acheté. Pourquoi? Parce que avec le recul, je me rends compte que ce tableau-là ne valait pas $100. Mais pourquoi je l'ai mis $100? C'est parce que je suis arrivée, j'avais personne autour de moi pour pouvoir avec qui comparer. Ce qui a fait que j'ai pu connaître la valeur, c'est que j'ai parlé avec d'autres artistes qui m'ont dit, ok, moi je charge tel montant. Puis là, tu te remets en valeur, tu dis, ok, ça veut dire que c'est ça qui est ce qui est standard, ou encore tu pars dans les expositions pour regarder les prix. Puis c'est aussi ce que j'encourage, parce que ça c'est parce que c'est mon domaine, du coup ça fait que je suis partie pour m'informer. Du coup ça fait que moi je connais mon prix. Mais si je suis avec une personne qui ne connaît pas sa valeur, qui ne connaît pas son prix, ça fait que moi je suis considérée comme la personne qui charge plus, alors que moi je suis la personne qui charge dans les normes. Donc il faudrait quasiment que tout le monde se mette d'accord, un peu comme quand tu vas voir un médecin. Tu sais que tu peux aller chez le médecin A, le médecin B. Ça va être, si c'est pas le même prix, mais ça va être proche. Il y a pas un qui va te charger 200, l'autre va te charger 25. C'est impossible. Ça va être autour
peut-être plus ou moins $50. Puis là, je vois vraiment plus des dentistes parce que forcément, un autre médecin ici, c'est couvert par l'assurance. Mais quand tu vas chez un dentiste, les prix sont quasiment identiques. Pourquoi? Parce que ils savent en fait de quoi ça parle, ils connaissent leur métier. C'est quelque chose qui est reconnu quand même que quand tu parles sur un dentiste, tu as payé tellement de temps. Mais souvent, dans les métiers artistiques, on n'a pas cette... on n'a pas en fait le côté prix minimum, on n'a pas cette référence-là. Du coup, ça fait qu'on a plus tendance à pouvoir charger comment est-ce qu'on vend, mais faut pas vraiment. Moi, si j'ai appris quelque chose, c'est que je peux plus me mettre le prix que je mettais initialement. Parce que même si on va dire, je considère que j'étais une nouvelle artiste, mais le prix que je mettais, c'était vraiment, ça c'est même plus une nouvelle artiste. Après, un cadeau que tu donnais à la personne, tout moi. Du coup, ça fait que c'est vraiment important de s'informer, que d'autres personnes aussi, dans un domaine, s'informent. Parce que des fois, quand je donne un prix, c'est comme la personne va te dire que non, c'est trop cher. Puis, alors que toi, tu as donné le prix parce que tu connaissais la personne. Du coup, ça fait que des fois, je dis, OK, regarde le prix que ça coûte. Tiens, va sur, je sais pas, va sur ChatGPT. Combien coûte la création d'un logo? Puis le prix qu'il va te donner, puis là tu vas te dire, parce que ça sert à rien si par exemple tu donnes un prix que la personne ne connaît pas la valeur, pour cette personne ça sera toujours cher. Alors que si la personne va et qu'on lui dit par exemple, non, le logo de Coca-Cola par exemple ça coûtait $10,000, et que par exemple la personne te charge, je prends juste un exemple comme ça, la personne te charge 5,000 pour quelque chose qui était 10,000, tu te dis que oui, la personne m'a vraiment rendu service. Mais si tu n'avais pas le prix initial de 10,000, forcément pour toi 5,000 ça va être cher. Donc c'est vraiment juste s'informer et puis de savoir c'est quoi le prix du marché. Ok, so on va aller vers la fin. So la dernière question, so là on a aux Norélis, c'est sa best life. Elle nous a dit sa best life. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé dire à la Norélis qui est arrivée quand tu arrives en 2009? Quand tu te regardes audition placer la Norélis là, de 2009, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elle sache? Qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire? S'informer. Vraiment s'informer sur le domaine que j'ai envie de faire. S'informer, c'est ça en fait. Sinon, je n'aurais pas fait les prix, on va dire aussi bas, mais vraiment s'informer sur le domaine, voir si c'est un domaine qui rapporte, au lieu d'avoir juste des idées préconçues que non, l'art, bon, ça rapporte pas trop, mais regarder ceux qui vivent de l'art, comment est-ce qu'ils font, parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont laissé leur travail à temps plein pour se lancer dans l'art. Puis moi, c'est toujours exceptionnel quand je vois ça. Mais vraiment s'informer, ok, qu'est-ce qui fait que tu puisses, par exemple, une personne peut vivre juste de l'art. Du coup, ça fait que ça te permet d'avoir aussi des informations. Puis aussi, les opportunités, c'est vraiment important, des opportunités. Parce que ce qui a fait que je suis là où je suis, c'est parce qu'il y a des personnes qui m'ont donné des opportunités. Exactement. Donc, si tu n'as pas d'opportunité, c'est difficile, en fait, d'avancer parce que, on va dire, on dépend chacun d'une autre personne. Ça veut dire que des fois, celui-là, je fais rien. Puis on m'écrit, oh, il y a une exposition ici, tu devrais appliquer. J'ai pas forcément l'information, mais quelqu'un d'autre m'a envoyé l'information. Du coup, ça fait que j'applique. Puis là, je suis sélectionnée. Comme l'exposition que je vais faire comme le 15 septembre à Miramichi. Notez, s'il vous plaît. C'est une personne qui m'a envoyé, m'a dit, OK, tu dois appliquer. Puis là, j'ai appliqué. Puis là, ils m'ont sélectionné. Si elle m'avait pas envoyé, je n'aurais pas eu l'information. Donc, c'est vraiment les opportunités, partager les opportunités entre nous. Exactement. La communauté. C'est important. Ça, c'est bon. So, juste pour terminer, si tu arrives jusque-là, mets-nous ça en commentaire. Partageons les informations. Parce que des fois, je sais pas, j'en parlais avec des personnes récemment, mais on a l'impression que des fois, il y a certains immigrants, ils arrivent, tu as l'impression que les gens veulent cacher les informations, mon ami. Peut-être toi, ça va pas te servir. Pourquoi tu veux cacher? Il faut partager les informations parce que toi, tu as l'information parce que peut-être tu es dans tel milieu, tu as peut-être dans le lieu de travail dans lequel tu es, tu as accès à des personnes, tu as accès à des informations, du coup, tu as ça. Mais peut-être quelqu'un n'a pas cette opportunité-là, donc toi, tu peux partager ça. Et puis, comme on a dit, c'est vraiment quelque chose qu'on a à travers du podcast, puis le projet sur lequel on a travaillé, de justement pouvoir faciliter le partage d'informations, parce que comme on le dit, il y a tellement d'opportunités, mais c'est juste des fois, la communication n'est pas bien faite, puis les gens savent juste pas. Mais si la personne savait, ouf.
Donc, merci Norélis encore vraiment d'avoir pris le temps. Elle vit pas à Moncton tout de suite, mais elle a pris le temps de venir à Moncton pour vraiment qu'on puisse tourner cet épisode avec elle. Donc, merci beaucoup. On apprécie vraiment. Ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, comme elle a dit, je vais juste donner les dates de tes expositions rapidement. Présentement, la prochaine exposition qui s'en vient sur le 15 septembre, c'est à Miramichi. OK. C'est un très beau endroit. Miramichi, vous pouvez venir découvrir en même temps, oui. Mais je vais mettre les informations au fur et à mesure sur mes réseaux sociaux à ce moment-là. Tu peux juste donner tes réseaux. On va les mettre dans la description, mais tu peux juste communiquer aussi. Parce que j'ai deux, hein. J'ai mon côté artiste, puis j'ai mon côté graphiste. Je sépare les deux. C'est plus facile comme ça. Donc, du coup, ça fait que tout ce qui est artistique, c'est Lizzie Art, parce que mon nom d'artiste, c'est Lizzie. La raison pourquoi, c'est parce que souvent, le relief, c'est difficile à retenir. Vraiment. Donc, c'est Lizzie Art. Et je mets les informations dessus sur les expositions qui s'en viennent, parce que j'ai une exposition en novembre, puis j'en aurai aussi une l'année prochaine en janvier. Celle-là va être à Fredericton. Celle de novembre va être à Saint John, puis celui du 15 septembre, c'est à Miramichi. OK. Ne vous inquiétez pas, on va mettre tous les détails dans la description sur YouTube et aussi sur Spotify, Apple Music et les autres plateformes audio. Donc, vraiment, merci encore Norélis. On espère vraiment, en tout cas on croit, parce que nous, personnellement, on a beaucoup appris aussi. On croit que ça a été vraiment magnifique, riche. Il y a tellement de pépites. Donc, vraiment, prenez le temps de vous arrêter, écoutez. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé, si ça vous a peut-être challengé ou inspiré par rapport à vous-même là où vous en êtes aujourd'hui, que ce soit en tant qu'étudiant, tu te poses peut-être des questions, ou que ce soit un nouvel arrivant qui est dans le domaine artistique. C'est de liker. Si tu n'as pas encore liké la vidéo jusqu'ici, il faut liker toi aussi. Depuis qu'on parle là. Donc, il faut liker. Partager aussi autour de vous, parce que je pense que les informations que Norélis a partagées, ça peut aider. Peut-être vous avez des artistes que vous connaissez, ça va les aider sûrement. Et abonnez-vous sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Et d'ici au prochain épisode, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon appétit!